Je vais vous présenter la prise en compte des petits mammifères aquatiques dans le cadre des travaux de renaturation et de restauration des cours d'eau et zones humides. Là, on n'est pas sur des travaux, comme on a pu le voir hier, on est vraiment sur des travaux plutôt vertueux pour la biodiversité à terme. Donc justement, dans les politiques de restauration de cours d'eau, il y a beaucoup de financement maintenant, alors ça dépend aussi des agences de l'eau. L'agence de l'eau Seine-Normandie, qui comprend, on va dire, 75 à 80% de nos territoires, ils sont très moteurs dans ce genre de politique de restauration pour retrouver des fonctionnalités hydrologiques qui ont été perdues au fil du temps avec les moulins, les biefs que vous connaissez, des cours d'eau bien rectilignes qui ont peu d'intérêt, on va dire, écologique par rapport à des cours d'eau qui vont méandrer. Là, vous avez un exemple en bas de renaturation de cours d'eau. Donc là, c'est un lit qui a été complètement recréé. Et on a une diversité de travaux en région qui est assez importante. Ça va de la renaturation de cours d'eau à la recharge en granulats, la création de frayères à brocher. Enfin, je vais vous montrer quelques diapos après. Jusque-là, le constat, c'était que les mammifères semi-aquatiques n'étaient pas pris en compte de manière systématique dans ces travaux-là. Là, ça commence à venir, ça monte en puissance en région et on peut s'en réjouir. Donc on a de nombreux maîtres d'ouvrage qui peuvent être à la fois des collectivités, ça peut être aussi des services de l'État. L'agence de l'eau a été maître d'ouvrage pour l'arasement des barrages sur la Célune. Vous avez sûrement dû entendre parler. Donc, Frédéric, tu connais bien le sujet. Donc voilà, on avait un abaissement de la ligne d'eau de 15 mètres de haut pour retrouver le cours d'eau. Donc là, il y avait de l'impact, forcément. Et les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre qui sont mobilisés vont avoir différents degrés de sensibilité. C'est pareil aussi pour les services instructeurs de l'État, qui des fois, quand ils ont des dossiers sur des travaux, vont pas forcément avoir le réflexe de se dire là, il peut y avoir des enjeux potentiels sur les mammifères semi-aquatiques. On va parler des petits mammifères semi-aquatiques, mais bien évidemment, il y a la loutre, il y a le castor aussi dans les régions où il est présent. Donc on s'est dit qu'il y avait une nécessité, en tout cas, de cette prise en compte des mammifères semi-aquatiques dans ces travaux-là. Et ça tombe bien, c'est l'une des actions qu'on avait identifiées dans le plan régional d'action en faveur des mammifères semi-aquatiques qui est en phase de relecture ultime et qui passe au CCRPN mardi prochain. Donc on a eu la chance en tout cas que les financeurs nous suivent en région pour monter ce PRA, donc on n'a pas eu d'opposition. C'est quelque chose en tout cas qui est opérationnel en région et qui aura une durée d'une dizaine d'années, c'est ce qu'on a envie de porter. Donc il comprend toutes les espèces de mammifères semi-aquatiques autochtones. Et depuis peu, le castor aussi qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe en région, à 200 km à peu près des fonds de recolonisation les plus proches. Bon, il a été réintroduit légalement sur la base des résultats génétiques qu'on a eu, donc on est sur une souche belge allemande, au moins 2 individus. Voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est juste pour vous apporter quelques éléments d'information. Donc on va se reconcentrer sur les petits mammifères. Donc on a eu un premier financement de l'agence de l'eau dans le cadre de l'appel à projet biodiversité de l'agence de l'eau Seine-Normandie pour 2022-2025. On arrive déjà à la fin de ce premier financement, donc on est déjà en train de se concentrer sur les prochaines actions qu'on va demander. On va demander plus de sous encore. Et on a un appui technique de la CATER, donc c'est la cellule d'animation technique pour l'eau et les rivières, Calvados-Horn-Manche. On a aussi les homologues pour les départements de Seine-Maritime et de l'Arc. C'est vraiment des associations, en tout cas pour le côté Calvados-Horn-Manche, c'est une association qui va vraiment faire le lien avec tous les techniciens rivières de la région, techniciens bocage aussi. Et le but, enfin l'appui technique en tout cas pour nous il est primordial, parce qu'ils vont vraiment pouvoir faire ce lien-là, faire passer les messages. Quand on fait des formations, c'est eux aussi qui identifient les potentiels techniciens qui peuvent être intéressés. C'est un appui qui nous semble indispensable pour apporter de l'opérationnalité au projet aussi, qui sont bien identifiés en région par les agences de l'eau. Donc on a différentes actions qui ont déjà été proposées, donc qui font déjà l'objet de financement, donc du suivi d'espèces. L'agence de l'eau, en tout cas Seine-Normandie, ne finance plus du suivi d'espèces pour du suivi d'espèces s'il n'y a pas de l'opérationnalité derrière. Donc, on s'adapte en fait à l'évolution des critères d'attribution des aides. Et on est obligé d'apporter de l'opérationnalité pour obtenir ces financements-là. Donc après, le suivi des espèces, on l'enrobe dans ce côté opérationnel pour avoir les financements. Bon, là ça marche. Donc on a de l'accompagnement technique des maîtres d'ouvrage qui va être vraiment la phase importante opérationnelle de ce projet. Des services de l'État aussi, parce qu'on a un gros volet de formation aussi. Donc les formations, justement, là on en fait, on va dire, 3 à 5 par an, je pense, pour les techniciens rivières, les services de l'État, l'OFB. Et pour les services instructeurs, c'est quelque chose qui a été demandé aussi, enfin ils étaient preneurs vraiment d'avoir ces informations-là. Donc tant pour les DREA, les DDT, on a eu pas mal de monde qui était intéressé par cette thématique-là. On l'a fait avec plusieurs autres PRA aussi, aquatiques. Donc il y avait un programme de restauration de mares aussi qui était là avec le Seine-Normandie, il y avait
les reptiles amphibiens aussi. Ça permet de mutualiser un petit peu ces moments de sensibilisation pour les services instructeurs. Et on a aussi, on avait envie, en tout cas depuis des années, de faire vraiment un guide technique de préconisation de gestion de conservatoire. Parce que jusque-là, on nous demandait toujours des billes sur les préconisations de gestion quand on faisait des inventaires sur les petits mammifères pour les gestionnaires, donc ça faisait l'objet de quelques pages à la fin des rapports. Il n'y a jamais eu de guide vraiment en région dans lequel se référer si on avait des besoins techniques pour la prise en compte de ces mammifères. Donc là, justement, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On a aussi le financement pour le mettre, enfin pour payer une graphiste justement qui va vraiment mettre ça de manière plus sympa aussi que ce qu'on pourrait faire avec un document un peu barbant qui va tomber, qui sera imprimé, qui sera mis dans une armoire et qui sera jamais lu. Et on a aussi un suivi génétique des populations isolées, donc là j'en reparlerai je pense dans 2 ans, quand on aura fait l'étude cette année avec les prélèvements génétiques sur les populations isolées de compagnies amphibies. Donc les sollicitations techniques, ça grimpe en flèche. Donc ça prend de plus en plus de temps sur l'accompagnement technique. Donc ce qui prend de plus en plus de temps, c'est les remises en fond de vallée. Comme je vous le disais, l'Agence de l'eau Seine-Normandie finance beaucoup ce genre de projet, donc il y a énormément de projets qui voient le jour en région. Donc avec des anciens, des biefs qui vont être condamnés et qui vont faire l'objet d'une recréation de lits qui va méandrer à proximité. Là c'est porté par les syndicats majoritairement, mais aussi par les fédés de pêche, qui font aussi beaucoup de ces travaux-là. Alors j'ai eu l'exemple aussi d'une recharge en granulat, dans une fosse de dissipation. Donc là, la DDT de l'Orne m'avait contacté pour savoir s'il y avait un potentiel impact. Bon, ça concernait 10-15 mètres carrés, donc l'impact sur de la recharge en granulat dans une fosse de dissipation, il est assez moindre, en tout cas pour le compagnon amphibie ou la crocine. Il y a de l'arasement de barrage aussi ou de seuil, donc là, bon, je vous parlais du barrage de la C1, là c'est quelque chose qui a fait l'objet d'énormément de financement. Oui. Tiens, sur la photo remise en fond de vallée, c'est le lit qui a été recréé, ouais. Et après vous laissez faire en remembrage naturel par l'hydraulique. Alors ça c'est vraiment un lit qui a été créé, avant c'était une parcelle, c'était une prairie. Ouais. Le cours historique il est perché sur la gauche de la photo. Donc après ça c'est un maître d'ouvrage, enfin le maître d'œuvre c'est un bureau d'études spécialisé dans l'hydraulique. Donc effectivement, il reméandre, je ne saurais pas t'expliquer, moi sur l'hydraulique je ne suis pas suffisamment. Il le fait ou il le laisse faire par le courant? Non, ils le font, c'est eux qui font le méandrage. Ouais. Non, ils imposent le cours d'eau quand même. Après, ça va retravailler, forcément, en fonction des crues, mais il y a quand même une proposition, en tout cas, à la rivière, dans un premier temps. Ok, merci. Ouais. Donc, arasement de barrage, on a aussi la commission de Ferrière Brochet, on a aussi été sollicité par les fédés de pêche pour savoir s'il y avait des potentiels impacts. Donc, là, un exemple aussi un peu plus localisé, sur un ruisseau perché qui engendrait des problématiques d'inondation de culture. Donc, les syndicats avaient été contactés localement et il y a du compagnon amphibie dans la petite zone, on m'avait demandé d'aller voir. Donc au niveau des instructions des projets de travaux, justement on a une personne qui arrivait à Adréal Normandie qui est assez sensible sur ces volets-là. En gros tous les dossiers de travaux qui peuvent potentiellement impacter les mammifères semi-aquatiques nous sont retransmis pour justement essayer d'estimer l'impact que peuvent avoir ces travaux. Donc en fonction de ces impacts-là, forcément, selon les espèces micro-mammifères, en tout cas ils vont avoir une capacité de dispersion qui va être plus faible que les mammifères comme la loutre, donc les impacts vont pas être réels. Donc il va y avoir une analyse de la prise en compte des enjeux espèces protégées et des mesures de réduction prévues et proposées par les maîtres d'ouvrage qui va être analysée par les services instructeurs, en l'occurrence IBAL, DDT et OFB. Et en fonction de cette analyse-là, ils jugent ou pas nécessaire de demander une dérogation d'espèces protégées. Là, il faut imaginer que les maîtres d'ouvrage, quand ils font ces travaux-là, ils ont déjà tout un papier, enfin toute une liasse de paperasse administrative à remplir. Forcément, en leur ajoutant plus des contraintes avec les demandes de dérogation d'espèces protégées, en fait, ils s'en sortent pas. Donc c'est des travaux des fois qui ne voient pas le jour parce qu'il y a trop de complexité administrative. Voilà. Je pense que tu pourras en reparler aussi. Donc, ouais, je me dépêche. Donc là, on a fait un accompagnement technique sur plusieurs travaux, donc en lien avec la CAPER. Et sur ces travaux-là où on a accompagné justement pour proposer des mesures de réduction, il n'y a pas eu d'imposition, enfin ils n'ont pas imposé en tout cas de dérogation de capture d'espèces protégées, enfin destruction d'espèces protégées. Là, je vais vous parler rapidement, enfin pas rapidement, mais je vais avoir plus de temps, mais d'un projet de renaturation à Falaise. Donc Falaise, c'est une ville qui est dans le Calvados, connue pour son château de Guillaume le Conquérant. Donc il y avait un étang qui avait été créé dans les années 60 sur un ancien cours d'eau qui était naturel et qui a été vidangé en 2023. Il y a eu un vote citoyen qui a validé le fait de jamais le remettre en eau, en fait de renaturer le cours d'eau qui était dans l'emprise de cet ancien étang. Donc là, il est complètement envasé. Donc là, le syndicat a récupéré la maîtrise d'ouvrage pour faire les travaux de remise en fond de vallée naturelle de ce cours d'eau.
Donc en janvier 2024, j'ai été contacté pour leur apporter des conseils techniques sur un aménagement de l'ouvrage en aval où ils voulaient faire une banquette à loutre. La loutre n'était pas encore connue. En allant sur place, on l'a trouvé. Beaucoup de chance. Et on a trouvé aussi du compagnon amphibie un peu partout en fait, sur l'emprise du cours d'eau que vous voyez ici. Je me dépêche donc, pour vous donner une idée, donc ça ressemble un peu à ça. Donc la banque de graines s'est vite redéveloppée, on a eu un cortège de végétation hygrophile qui a poussé, des joncs, plutôt des joncs. Donc le compagnon en fait il était bien lui. Là vous voyez des petites crottes, des empreintes. Un peu plus de difficulté pour creuser les terriers parce que c'était régulièrement inondé. En gros il se plaît bien. Et ça c'était la proposition du coup du maître d'œuvre pour la renaturation du cours d'eau. Donc là c'est encore en travaux hein, actuellement, donc là il vient de finir de creuser le lit. Là, la végétation avant justement ces travaux, donc vous avez de la végétation type compagnon amphibie, avec beaucoup de vases, donc finalement ça monte, ça descend, enfin, c'est toujours gorgé de flotte. Et il avait été proposé du coup de faire une coupe de la végétation dans un premier temps pour essayer de mettre en fuite le campagnol en rendant le milieu un peu hostile. Parce que capturer les campagnols pour les déplacer ailleurs, on ne sait pas si on arrive à capturer toute la population, donc en tout cas on ne voulait pas partir sur ça. On voulait essayer de les faire fuir naturellement. Donc il y a eu un chenal de contournement qui a été créé forcément pour pouvoir accéder au niveau du terrassement sur l'autre emprise, enfin sur l'ancienne emprise du cours d'eau. Et dans ce chenal de contournement, le campagnol finalement il a vite bougé dans ce chenal, il a colonisé l'ensemble du linéaire. Donc le chenal il est un peu pourri sur la photo, la végétation c'est plutôt des orties. Il y a quelques patchs avec des joncs, mais on y allait avec Clément justement en phase travaux et il y a des indices absolument partout. Là vous voyez des indices, donc des terriers type, des coulées, des croutiers partout. Là, il est encore présent, sauf que ce chenal, il va être comblé prochainement. Là, pour le terrassement, justement, je crois qu'il y a une petite vidéo avec les pelles qui... Ouais. Je sais pas si ça passe, non, ça passe pas. Bon, c'était juste une vidéo avec les pelles qui étaient en train de terrasser, donc là, vous voyez, hein, il y a plein de pelles qui sont mobilisées depuis le mois de septembre. Donc initialement, on voulait faire un terrassement d'amont en aval. Bon, il y a eu des contraintes techniques qui font qu'il y avait beaucoup de rétention d'eau en amont, ils n'ont pas pu faire comme on ne l'avait pas préconisé. 2 minutes, ok, je me dépêche. Et le syndicat, du coup, a proposé aussi d'adapter une grave fine mélangée à des sédiments en surface pour permettre aux campagnols de creuser ces terriers plus facilement. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à avoir en tête. On a vraiment un maître d'ouvrage qui est très réceptif et qui propose aussi de lui-même, avec les conseils techniques qu'on peut lui donner, des solutions pour que le campagnol il se réinstalle facilement et que, voilà, que ça n'impacte pas complètement la population, en tout cas en phase travaux. Oui. Donc là, juste pour vous, une petite diapo pour vous dire qu'il y a beaucoup de contraintes sur les maîtres d'ouvrage. Donc sur l'identification des enjeux, ils sont pas tous la même sensibilité, la même formation. Donc des fois, ils passent à côté aussi des enjeux. Ça, c'est à nous aussi de les accompagner à ce niveau-là. Les contraintes de calendrier, parce que si vous leur dites, vous n'avez pas le droit d'intervenir pour la période de reproduction entre avril et octobre, les entreprises, c'est un petit peu la période pendant laquelle elles interviennent. Et surtout après, ils ne peuvent plus foutre les machines dans ces endroits-là parce qu'il n'y a plus de portance du sol. Il y a des contraintes de financement aussi quand ils doivent justifier, solder des dossiers. Donc les périodes d'intervention, c'est ce que je disais, les imprévus aussi, techniques et météo. En fait, il y a plein d'imprévus. Et si on ne prend pas en compte ces choses-là, le risque c'est que les maîtres d'ouvrage fassent quand même les travaux sans forcément être transparents sur l'identification d'enjeux potentiels, et du coup tout le monde y perd. Là, le but c'est de les accompagner de la meilleure façon possible pour prendre en compte ces enjeux-là et que l'impact il soit minimal sur ces espèces. Donc on continue d'accompagner les structures afférentes, on multiplie les formations comme je vous disais, donc là ça marche, maintenant les syndicats viennent vers nous avant de faire des travaux et avant de monter leur dossier loi sur l'eau aussi pour essayer de voir s'il y a des enjeux ou pas. Ça leur permet aussi de gagner du temps, parce que si on leur dit après, là il y a des enjeux, vous êtes obligé de revoir complètement votre planning et puis votre méthodologie, ils perdent de l'argent, ils perdent du temps aussi. Donc on s'adapte aussi aux contraintes forcément des maîtres d'ouvrage. Là on est sur des travaux qui sont encore une fois vertueux à terme, même pour le compagnon amphibie. Donc là on ne va pas leur dire non, c'est des travaux qui vont impacter forcément le compagnon amphibie, vous ne les faites pas. Alors, on sait que de toute façon ça va se faire, c'est d'intérêt public. Donc il faut être là, il faut les accompagner de la meilleure façon possible. Donc les perspectives en région, la poursuite des formations, la sollicitation des différents services instructeurs, le guide technique que je vous ai dit, les collaborations avec les CATER, donc qui se poursuit, l'adaptation des cahiers des charges, donc là il y a plein de cahiers des charges qui commencent à prendre en compte aussi ces espèces-là. Là je vois sur la Sarthe, le syndicat a carrément mis dans les cahiers des charges pour les entreprises, quand vous intervenez par exemple sur la destruction de merlons de curage, les pelles elles doivent venir taper pour mettre en fuite les bestioles en faisant du bruit sur les berges, ou alors elles coupent la végétation pour mettre en fuite le milieu haussier. Ça, c'est des choses qu'on commence à voir sur les CCTP.
ou aussi de la création de banquettes, justement, des banquettes à Campagnol. J'ai entendu ça en phase travaux, du coup, t'es content. Je me disais, c'est la première fois qu'on entend des choses vraiment en faveur de ces espèces-là en phase travaux. Donc l'assistance technique, le lien avec les autres PRA, parce qu'il n'y a pas que les mammifères semi-aquatiques qui sont impactés, il peut y avoir les odonates, les reptiles amphibes. Donc le but, c'est aussi que tous les taxons puissent être concernés. Et du coup, on invite aussi, maintenant de manière plus systématique, les professionnels, donc que ce soit les techniciens rivières, mais aussi les partenaires techniques des DDT, des Réal, ou alors même les autres assos comme les fédés de pêche, à venir sur le terrain avec nous. Comme ça, ils savent identifier aussi les indices de présence. Et mine de rien, ça marche aussi. Donc on n'a pas de problème de financement chez nous, au contraire, ça marche plutôt bien. On a de la chance aussi d'avoir des agents instructeurs et puis des financeurs qui nous font confiance. Donc merci à eux, et puis merci à l'ensemble des techniciens de la région. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question un peu technique, un peu bête. En fait, j'ai pas compris l'intérêt de la graphine pour le campagnol amphibie. Ouais. Alors en fait, quand ils font un nouveau lit, souvent ils vont avoir tendance à mettre de la grave de diamètre assez important pour stabiliser les berges. Donc le campagnol, à ce moment-là, il ne va pas forcément avoir la possibilité d'installer ses tailles. Si on a des berges qui contiennent cette grave avec la granulométrie qui permet de protéger aussi les berges sur les courants dominants, on va dire. Voilà. Et là, j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, mais là, cette semaine, du coup, je les ai accompagnés sur le chantier. Ils ont carrément mis des touffes de joncs en fait en jauge avec les pelles dans des bassins pendant plusieurs mois. Et là, en fait, vu que le chenal de contournement va être recomblé, l'idée c'était de permettre au campagnol d'avoir un milieu accueillant dès le début sur le nouveau lit que vous avez vu en photo. Et comme on est en période encore hivernale, les travaux ils se poursuivent, hein, ça va être dans les quelques semaines qui vont suivre. Forcément, la banque de graines, elle ne va pas exploser d'un coup, on n'est pas encore au printemps, ça va venir. Mais le but, c'est que les campagnols, ils recolonisent directement le milieu. Donc là, ils replantent directement des joncs dans cette graphine sur les berges du lit qui vient d'être recréé. Il n'y avait pas assez de joncs, parce que les joncs, en fait, l'entreprise a dû les foutre dans un bassin, mais complètement immergés, donc il y a plein de joncs qui faisaient la gueule et qui ne pouvaient pas reprendre naturellement. Donc le syndicat a mobilisé en fait toute l'équipe du syndicat pour aller creuser à la pelle dans un bassin de rétention pour récupérer des touffes de joncs qui viennent de replanter. Donc là on voyait avec l'entreprise pour avoir différentes hauteurs de joncs, de touffes de joncs justement pour qu'il y en ait près de la flotte vraiment directement à proximité directe, mais aussi un peu plus haut, de manière à ce que le campagnol puisse creuser des terriers hors de l'eau. Le guide technique, vous savez déjà quand est-ce qu'il va sortir? Normalement cette année, on est imposé par le financement. On prend toujours du retard. Alors il y a les Pays de la Loire qu'on fait, donc c'est Alexandre Martin qui a fait un guide aussi un peu similaire, qui est plus condensé du coup. Et on avait déjà discuté avec Cécile et la SFPM pour le volet loutre, de manière à ce qu'il y ait une proposition aussi au niveau national d'avoir un guide qui reprenne un peu tout ça. Ça verra peut-être le jour plus tard. Après nous, il comprendra quasiment toutes les espèces de mammifères semi-aquatiques, vu qu'on a les deux crossops et les deux arbicolas. Le castor, la loutre. Après, il y a le guide aussi sur le décement qui est vraiment très bien fait. Je pense que lui, il suffit à lui-même, il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Voilà. C'est un guide qui est assez attendu. Là, on avait prévu une impression pour tous les techniciens rivières de la région et tous les gestionnaires aussi. Il faut juste ça se construit. Vous le rendrez disponible en dehors de la Normandie? Oui, il n'y a pas de souci, Pardon. Si, bien sûr, en plus c'est de l'argent public, il n'y a aucune raison qu'il soit... Au contraire, même que ça soit partagé, ça sert au plus grand. Et contrairement du coup à l'agence de l'eau Rhin-Meuse, le bénévolat valorisé est pris en compte dans l'agence de l'eau Seine-Normandie. Ça nous permet quand même de mettre une 50aine de jours de bénévolat par an pour les pelotes faites par François et puis Vincent par exemple. Mais aussi tous les jours d'accompagnement des bénévoles pour les prospections d'outre, compagnie.